Bonsoir à tous. Une soirée exceptionnelle qui vous est proposée par Midreshet Yehuda Manitou. Je laisse la parole à Brigitte. Bechavod. Bonsoir. Alors, deux choses. D'abord, en ce qui concerne le bénévolat, je rappelle, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, que dimanche prochain, nous organisons un groupe pour aller faire du bénévolat et aider les agriculteurs à la cueillette. Alors, vous allez recevoir tous les renseignements sur nos WhatsApp. Inscrivez-vous. Voilà, d'abord, c'est utile et puis c'est aussi sympa. La deuxième chose, c'est que nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Pierre Lursa. Pierre Lursa, que vous connaissez certainement déjà, il est essayiste, il a traduit Jabotinsky. Jabotinsky, je suis sûre que vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est intéressant. Et il a une nouvelle activité, je signale, d'agent immobilier. Voilà, il va nous parler ce soir d'un sujet qui est vraiment intéressant. 100 ans après le mur de fer de Jabotinsky, comment restaurer la force de dissuasion d'Israël? Pierre, à toi. Merci Brigitte pour ta présentation. Je suis très heureux de parler dans le cadre de la Midrashet Yehuda. Et alors effectivement, je vais parler de comment restaurer la force de dissuasion d'Israël. J'aurais évidemment, comme vous tous, préféré parler d'un sujet qui serait purement historique et d'évoquer l'actualité de Jabotinsky. En quoi est-ce qu'on peut encore lire ses écrits et y trouver un intérêt purement théorique? Et malheureusement, eh bien, cet intérêt théorique que pour ma part j'ai découvert il y a déjà 20 ans, eh bien, il est devenu un intérêt tout à fait concret. Et je dirais que c'est cruellement, Jabotinsky s'est rappelé à notre souvenir parce que le mur de fer est devenu d'une actualité non seulement brûlante, mais cruellement brûlante. C'est-à-dire que, et c'est peut-être je dirais le constat que nous avons tous fait le 7 octobre, c'est que finalement, des choses que nous croyions acquises depuis très longtemps, eh bien, se sont révélées ne pas l'être du tout. Et le mur de fer, qui est un des piliers de la doctrine de défense d'Israël, comme je vais l'expliquer, eh bien, on s'est aperçu finalement qu'il n'existait pas. Nous avions cru pendant longtemps vivre protégés par Tsahal et à l'abri des menaces de nos ennemis. Non pas, certes, que la paix était déjà arrivée, mais nous pensions profondément que, quelque part, le destin juif avait été radicalement transformé en 1948 et qu'aujourd'hui, le sang juif ne coulerait plus en vain, en tout cas en Eretz Israël. Et ça, c'était évidemment, c'est un des objectifs du sionisme de Jabotinsky. Et nous avons reçu un cruel démenti. Alors, le sujet que je voudrais traiter ce soir, c'est bien entendu vous montrer en quoi les idées de Jabotinsky demeurent actuelles, en quoi est-ce que des choses qu'il a écrites il y a tout juste 100 ans, dans ce fameux article Le mur de fer, demeurent donc d'une cruelle actualité. Et malgré tous les changements qui sont intervenus dans la vie du peuple juif et surtout dans la situation du peuple juif en Eretz Israël, eh bien, malgré tous ces changements, les idées de Jabotinsky demeurent actuelles jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme c'est un sujet que j'ai déjà abordé, je vais essayer d'une part de ne pas trop répéter des choses que j'ai déjà dites, et si je le fais, je m'en excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu, et je vais surtout essayer de répondre à la question que j'ai posée dans l'intitulé de mon exposé, à savoir comment restaurer la force de dissuasion d'Israël, mais je vais quand même malgré tout commencer par un rappel historique, c'est-à-dire c'est quoi le mur de fer de Jabotinsky, quand est-ce qu'il a élaboré cette doctrine, et pourquoi est-ce qu'elle a connu le brillant avenir qu'elle a eu. Pourquoi est-ce que 100 ans après la publication de cet article de Jabotinsky, eh bien, le mur de fer, c'est devenu presque un nom commun dans le lexique politico-militaire israélien, au point que si vous faites une recherche sur Kira Barzel, vous verrez que c'est une expression qu'on emploie très très souvent en Israël, à la fois dans des livres d'histoire, mais aussi dans des documents internes de Tzahal, dans des documents de doctrine stratégique. Donc quelque part, je dirais que Jabotinsky a réussi finalement à rajouter un concept, un vocable dans le vocabulaire israélien. Et c'est peut-être le plus bel hommage que l'histoire d'Israël lui a rendu 100 ans après cet article. Alors, Jabotinsky, vous le connaissez tous, au moins sous quelques images que vous pouvez avoir de lui. Euh, et d'ailleurs, une des photographies les plus célèbres de lui le représente en uniforme d'officier de l'armée britannique, ce qui n'est pas un hasard, parce que quelque part, c'est
je dirais, Jabotinsky, c'est celui qui a rajouté une dimension au sionisme politique de Theodor Herzl, dont il se considérait comme le continuateur. Et cette dimension, c'est précisément la dimension militaire du sionisme. Et d'ailleurs, contrairement à ce que certains adversaires politiques de Jabotinsky ont toujours essayé de faire croire depuis 100 ans, eh bien, ce n'était pas du tout par un amour de l'uniforme que Jabotinsky en était venu à cette dimension militaire du sionisme, parce que lui, il n'avait aucune prédisposition ni pour la vie militaire, ni pour la théorisation de la dimension militaire du sionisme. Il avait même été pacifiste dans sa jeunesse, comme il le raconte dans son autobiographie, que j'ai eu le plaisir de traduire en français. Et finalement, je dirais que c'est par la force des choses, comme beaucoup d'autres juifs de son époque et jusqu'à aujourd'hui, qu'il a été amené à comprendre que le sionisme ne pouvait pas rester, comme il l'appelait dans une anecdote qu'il relate, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'avait employé cette expression, mais ça ne pouvait pas être comme le végétarianisme, ça ne pouvait pas être une passion purement intellectuelle. Le sionisme, il fallait que le mouvement sioniste puisse s'édifier, puisse parvenir à ses objectifs sous la protection d'une force armée. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris en même temps ou après Jabotinsky, parce qu'il a souvent été précurseur, mais lui, je dirais qu'il l'a compris, non seulement il l'a compris sur le plan théorique, mais il en a tiré les conséquences pratiques. Et c'est peut-être ça qui est frappant d'ailleurs chez lui, chez Jabotinsky, à de nombreux égards, dans de nombreux domaines de sa pensée qui est très riche, c'est qu'il y a toujours une réflexion théorique qui s'accompagne d'une pensée et d'une réalisation sur le terrain. Et sans relater évidemment toute sa vie sur ce sujet précis de l'autodéfense et de la dimension militaire, je dirais que c'est une de ses idées fixes, on pourrait presque dire une de ses obsessions depuis 1903, c'est-à-dire depuis le pogrom de Kishinev, et jusqu'à sa mort en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il était un de ses derniers projets, un de ses derniers objectifs politiques, ça a été la création d'une légion juive, d'une véritable armée juive qui se serait battue sous un drapeau juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, projet qui a été réalisé à titre posthume, notamment par exemple avec la Brigada au sein de l'armée britannique. Donc, il a eu cette idée fixe pendant pratiquement 40 ans de sa vie, et 40 ans, c'est les 2 tiers de sa vie, puisqu'il est mort à l'âge de 60 ans. Et comment est-ce qu'il en est venu à cette idée fixe? Eh bien, tout simplement, après le pogrom de Kishinev, qui a été un événement très marquant dans l'histoire juive de cette époque, et comme d'autres personnalités, d'ailleurs très différentes politiquement, il a créé les premiers groupes d'autodéfense en Russie, notamment à Odessa, mais aussi ailleurs. Et ce projet d'autodéfense juive, il réunissait à cette époque des gens aussi différents en apparence que Jabotinsky, que des sionistes de gauche et que des non-sionistes comme l'historien Simon Dubnov. Donc, il y avait eu déjà à cette époque-là une première prise de conscience de la nécessité pour les Juifs de se défendre. Et je dirais ce qui différencie Jabotinsky, c'est qu'il en a fait vraiment un élément de son programme. Et c'est peut-être ça qui caractérise, ou qui est une des caractéristiques du sionisme jabotinskien, c'est le fait que le nouveau juif, c'est la conception jabotinskienne du nouveau juif, chaque branche du sionisme a son idée du nouveau juif. Et en général, dans le sionisme plus travailliste, le nouveau juif, c'est un travailleur de la terre, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui n'est plus un commerçant, qui n'est plus un banquier. Donc il y a un retour à la terre, un retour au travail manuel. Et chez Jabotinsky, en plus de ça, il y a aussi le retour au métier des arts. Donc c'est un élément fondamental dans sa pensée, ce qu'on pourrait définir comme la réappropriation par le peuple juif de la force physique et de la force militaire. Alors, je ne vais pas maintenant raconter toute l'histoire de sa vie et notamment, je dirais, un des aspects les plus passionnants sur ce sujet, c'est pendant la Première Guerre mondiale, la création des bataillons juifs qui se sont battus à Gallipoli et ensuite sur le front d'Eretz Israël. Et la photo que vous voyez en arrière-plan sur ma caméra, c'est la photo des bataillons juifs en Eretz Israël, une photo très connue. Et donc, je ne vais pas parler de ça parce que tout simplement, j'en aurais pas le temps, mais peut-être pour en dire juste quelques mots, juste pour effleurer ce sujet, eh bien, je dirais que l'intuition fondamentale de Jabotinsky pendant la Première Guerre mondiale, ça a été que le peuple juif devait participer à la guerre sous un drapeau juif
Et ça, c'était une idée totalement révolutionnaire. Et quand Jabotinsky a commencé à promouvoir l'idée des bataillons juifs, les Gdoudim Haïvrim, hein, il y a une rue pas très loin de l'endroit où je me trouve à Jérusalem, à Gdoud Haïvri, l'idée des Gdoudim, l'idée des bataillons juifs, c'était une idée totalement révolutionnaire au point qu'elle a même pu paraître complètement farfelue. Et comme souvent, Jabotinsky a été précurseur, c'est-à-dire que finalement, les gens, y compris ses opposants, se sont rangés finalement à son idée, y compris David Ben Gurion, qui était son plus farouche opposant, qui a lui-même d'ailleurs s'est enrôlé dans les Gdoudim, y compris Yitzhak Ben Zvi, le futur président de l'État d'Israël. Donc finalement, les Gdoudim, c'est devenu un élément de la réalité politique et militaire. C'est quelque part, c'est la première force militaire juive qui s'est battue sous un drapeau juif depuis l'Antiquité, depuis l'époque des Maccabim carrément. Donc, on peut dire que l'ancêtre de Tsahal, ça n'est pas comme on dit souvent la Haganah ou le Palmar, mais ce sont les bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale. Donc, de ce point de vue-là, Jabotinsky, il est un des ancêtres de Tsahal. Alors, juste pour clore cette petite parenthèse sur la Première Guerre mondiale, son intuition, c'était à la fois donc d'un retour, d'une participation juive à la Première Guerre mondiale, et aussi une intuition tout aussi révolutionnaire, c'était que les Juifs devaient s'allier avec les alliés, avec ce qu'on appelait les puissances alliées, contre les puissances centrales, c'est-à-dire contre l'Allemagne et contre l'Empire ottoman. Alors que par la force des choses, je dirais de manière instinctive, la plupart des Juifs et aussi des sionistes à son époque pensaient qu'il fallait s'allier avec l'Allemagne et l'Empire ottoman contre la Russie qui était détestée depuis les pogroms. Donc là aussi, il y avait une très forte intuition de Jabotinsky qui avait un sens politique très très aiguisé. Et donc, il avait compris que l'avenir pour les Juifs, si les Juifs voulaient, après la guerre, avoir voix au chapitre pendant la conférence de paix qui suivrait la Première Guerre mondiale, eh bien, premièrement, ils devaient participer à la guerre sous un drapeau juif, ce qu'ils ont fait avec les Gdoudim Haïvrim, et deuxièmement, ils devaient être dans le camp opposé à l'Empire ottoman parce qu'il avait la conviction que l'Empire ottoman serait dépecé et donc que les Juifs devaient être du côté des vainqueurs. Et évidemment, il a eu raison sur ces deux points. Un troisième point peut-être qui servira de liaison avec ce que je vais dire ensuite, c'est qu'il avait compris aussi, à une époque où l'islam en tant que force politique n'existait pas, il avait été envoyé comme correspondant de guerre dans les pays d'Afrique du Nord et il avait proposé à son rédacteur en chef, parce que c'était un jeune journaliste très brillant, il lui avait dit, je vais aller vérifier si les appels au djihad ont une chance d'être entendus. Donc le mot djihad, évidemment, existait déjà à l'époque, mais il a fait ce reportage en Afrique du Nord et il a d'ailleurs cette phrase très étonnante en disant un bon journaliste est mieux informé que n'importe quel ministre ou n'importe quel diplomate. À son époque, c'était vrai. Et effectivement, il est arrivé à la conclusion que les appels au djihad ne seraient pas suivis des faits et que les musulmans en Afrique du Nord ne se soulèveraient pas. Et il a eu raison sur ce point-là aussi. Alors, voilà pour cette petite parenthèse historique sur l'histoire des bataillons juifs résumée en quelques mots. Évidemment, si ça vous intéresse, et c'est un récit passionnant qu'il fait dans son autobiographie, je vous invite à lire l'histoire de ma vie si vous ne l'avez pas encore lu. Et maintenant, je voudrais en venir au concept du mur de fer et en quoi est-ce qu'il est encore pertinent pour nous aujourd'hui, 100 ans après la rédaction de l'article qui porte ce nom. Alors, il y a trois idées fortes dans le mur de fer, dans l'article sur le mur de fer. Ils sont toutes les trois, je vais essayer de vous le montrer, rester d'actualité. La première idée, c'est que la paix ne dépend pas de nous. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas acheter notre sécurité. Et la troisième, c'est celle qu'il faut ériger un mur de fer. Alors, c'est quoi la première idée de Jabotinsky? Celle qui dit que la paix ne dépend pas de nous, comme il l'écrit. Donc, il y a exactement 100 ans, on a célébré le 100e anniversaire au mois de novembre, le 7 novembre, je crois. Eh bien, il dit c'est une illusion de croire qu'on peut parvenir à un accord avec les Arabes et qu'ils peuvent accepter de plein gré la réalisation des objectifs du sionisme. Donc, je dirais que sur ce point-là, Jabotinsky prend le contre-pied à la fois des pacifistes juifs de son époque et aussi du courant dominant dans le sionisme qui pense que, quelque part, si on explique à nos voisins quelles sont nos intentions, eh bien, finalement, ils accepteront, on pourra finalement réaliser
l'objectif politique du sionisme, c'est-à-dire une majorité juive en Eretz Israël, sans même parler de souveraineté. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle pas toujours de souveraineté, on parle surtout d'une majorité, donc on parle d'une libre émigration et d'une majorité juive. Et donc, je dirais que la théorie dominante à son époque, c'était de se dire les Arabes vont comprendre que le sionisme leur est bénéfique, et j'en viendrai tout à l'heure au bénéfice économique, mais du point de vue général, le sionisme est quelque chose de positif pour tous les habitants de la région. Donc ça, c'était un peu l'idée dominante à son époque. Et Jabotinsky, lui, contre cette idée, il avait défendu haut et fort la thèse opposée, c'est-à-dire que l'opposition arabe au sionisme est irréductible. C'est-à-dire que les Arabes, par la nature des choses, et ça c'est une espèce de leitmotiv dans les écrits de Jabotinsky, c'est de dire toujours les Arabes n'accepteront pas le sionisme, ou en tout cas ils ne l'accepteront pas maintenant. Et il a aussi cette phrase très parlante, il dit, si nous voulons un jour parvenir à un accord avec les Arabes, il faut renoncer à toute velléité de trouver un accord dès maintenant. Donc, quelque part, il est, je dirais, l'adversaire résolu de tout pacifisme, de la paix maintenant. Alors, à son époque, ce n'était pas la paix maintenant, c'était le Brit Shalom, et c'était un mouvement à la fois très brillant sur le plan intellectuel, parce que c'était les intellectuels de l'Université hébraïque de Jérusalem, donc, que vous connaissez tous, comme Martin Buber, Gershom Scholem, et en même temps, c'était un mouvement qui n'avait aucune portée politique. Hein. Les pacifistes du Brit Shalom dans les années 20 et 30 étaient considérés comme des huluberlus. Et même plus tard, dans les années 40 et 50, David Ben Gurion, qui était aussi un intellectuel, parfois se rencontrait les intellectuels de l'université hébraïque, mais c'était plutôt pour leur faire du kavod, pour leur témoigner une espèce de marque d'honneur que pour les prendre au sérieux, parce que politiquement, ils n'étaient pas du tout pris au sérieux. Et de ce point de vue-là, il y a eu évidemment un grand changement. J'en dirai peut-être quelques mots sur le poids politique du pacifisme sur l'échiquier politique israélien. Donc, Jabotinsky était complètement opposé, évidemment, au pacifisme juif de son époque. Et je dirais la deuxième idée phare du mur de fer, c'était l'idée qu'on ne peut pas acheter la paix avec les Arabes. Et de ce point de vue-là, il était vraiment proprement visionnaire. C'est-à-dire qu'il avait compris dès les années 20, dès les années 1920, que non seulement le sionisme ne pouvait pas être réalisé avec la bénédiction des Arabes, et en particulier des Arabes en Eretz Israël, qu'on n'appelait pas encore évidemment les Palestiniens, et deuxièmement, il avait compris que toute promesse d'avantage économique, non seulement ne parviendrait pas à amadouer l'opposition arabe au sionisme, mais à ses yeux, il y avait quelque chose de sacrilège, il y avait quelque chose d'une espèce de mépris qu'il appelle le mépris pour les Arabes, de penser que si on leur promet des chemins de fer, c'est comme ça qu'il s'exprimait, c'est de ça qu'il parlait, si on leur promet des avantages économiques en général, on va quelque part réduire leur opposition au sionisme et donc on va permettre au mouvement sioniste d'obtenir ses objectifs de manière pacifique. Et pour lui, c'était une idée qui non seulement était fausse, mais qui procédait d'un profond mépris pour les Arabes. Et c'est là, je dirais, qu'on saisit aussi le caractère tout à fait original de la pensée de Jabotinsky, qui est souvent caricaturé ou souvent très mal connu, c'est que non seulement il n'est pas l'adversaire irréductible des Arabes, mais à certains égards, il a beaucoup plus de respect et de compréhension pour eux que ses adversaires politiques du mouvement sioniste travailliste. Donc, quelque part, Jabotinsky, c'est le premier qui a pris au sérieux l'opposition arabe, non pas, évidemment, pour prêcher un compromis à tout prix, et surtout pas un compromis territorial, mais en tout cas pour comprendre que cette opposition, elle était sérieuse et elle était quelque part irréductible. Et donc, c'est ça sa deuxième grande intuition, c'est de considérer que l'opposition arabe au sionisme, premièrement, c'est un fait, on pourrait dire presque un fait auquel on ne peut pas remédier. Et deuxièmement, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans la façon dont nous-mêmes nous envisageons la réalisation du sionisme et dont nous envisageons le conflit qu'on n'appelait pas encore israélo-arabe, mais le conflit judéo-arabe, n'est-ce pas? Donc il y a une grande lucidité de Jabotinsky qui à la fois
on pourrait dire, un espèce de pessimisme à court terme, ce qui n'empêche pas d'être optimiste sur le long terme. C'est-à-dire que quand il dit pour obtenir un accord avec les Arabes un jour, il faut renoncer à toute velléité de conclure un accord maintenant, ça veut dire que le mur de fer, finalement, c'est la solution qui nous permettra, j'expliquerai comment tout à l'heure, j'essaierai d'expliquer comment, c'est la solution qui nous permettra un jour d'obtenir une forme de coexistence pacifique. Voilà, donc rejet du pacifisme de son époque, rejet de l'illusion de l'idée qu'on pourrait acheter la sécurité par des avantages économiques, et troisièmement, ériger un mur de fer. Alors, avant même de dire ce que ça veut dire un mur de fer, je voudrais plutôt peut-être revenir sur l'élément le plus visionnaire quand on lit aujourd'hui les textes de Jabotinsky. Comme j'ai dit tout à l'heure, il écrit ça à une époque qui est évidemment différente de la nôtre. L'État d'Israël n'existe pas. La plupart des États arabes qui nous entourent n'existent pas non plus en tant qu'État indépendant. Il n'y a pas de nationalisme arabe-palestinien. Et surtout, la plus grande différence, il n'y a pas d'islam politique. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des appels au djihad, évidemment. L'islam existe, mais il n'est pas devenu la force politique qu'il est devenu à peu près d'ailleurs à l'époque où Jabotinsky écrit sur ces sujets, c'est-à-dire dans les années 30 et ensuite dans les années 40 et 50, mais on ne parle pas encore d'islam politique à cette époque-là, et le mufti de Jérusalem est encore, on pourrait dire, un enfant. Les frères musulmans, évidemment, n'ont pas encore été constitués, ils le seront à la fin des années 20, et donc c'est une époque très, très différente, et en même temps, Jabotinsky a cette intuition foudroyante qu'un jour, qu'il y a des gens dans notre camp, dans le camp sioniste, qui se bercent d'illusions en pensant qu'on peut acheter la sécurité aux Arabes en leur promettant des bienfaits économiques. Et évidemment, c'est l'idée qui aujourd'hui résonne de manière la plus cruelle avec l'actualité brûlante, parce que finalement, c'est quoi l'échec fondamental du 7 octobre? C'est qu'on a pensé que précisément on pouvait acheter notre sécurité. Hein. Et je dirais que quand on relit aujourd'hui Jabotinsky, on ne peut pas ne pas trembler. Je dirais que c'est à la fois, évidemment, on admire sa clairvoyance, et en même temps, on frémit de voir qu'on est tombé précisément dans ce panneau, dans cette erreur contre laquelle il nous avait mis en garde il y a 100 ans. Et c'est d'autant plus attristant, je le dis à titre personnel, sans bien sûr ouvrir un débat politique, parce que ce n'est pas du tout le moment, mais c'est d'autant plus attristant que finalement, ce sont les héritiers même sur le plan politique de Jabotinsky qui sont tombés dans ce panneau, notamment, ils ne sont pas les seuls évidemment, je dirais que c'est une erreur qui a été partagée par tout le monde, mais c'est d'autant plus attristant que de penser que les héritiers politiques de Jabotinsky eux-mêmes, finalement, ont oublié cette mise en garde. Alors, j'en viens au troisième élément du mur de fer, qui est ce concept même de Kira Barzel. Ça veut dire quoi, Kira Barzel? Pour l'anecdote, un historien français que vous connaissez tous, avec qui je corresponds, me disait récemment le mur de fer de Jabotinsky, ça n'a pas marché. Eh bien, non, c'est pas vrai. Le mur de fer de Jabotinsky, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas réussi à créer le mur de fer de Jabotinsky. Alors, c'est ça que je voudrais peut-être essayer d'expliquer, c'est en quoi est-ce que finalement on s'est écarté de la doctrine du mur de fer, en quoi est-ce que toute notre conception, en tout cas en ce qui concerne Gaza, et peut-être aussi d'ailleurs en ce qui concerne la frontière nord avec le Hezbollah, eh bien, ça n'est pas le mur de fer de Jabotinsky. Et donc, quelque part, je dirais que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence tragique de l'oubli du mur de fer de Jabotinsky. Alors, c'est quoi le mur de fer? D'abord, dans les termes mêmes, lorsque Jabotinsky parle du mur de fer, son idée à lui, de manière tout à fait simple, hein, ce n'est pas quelque chose de très très compliqué, c'est tout simplement ériger un mur de fer symbolique, évidemment. Ça n'est pas un mur, ça n'est pas une barrière intelligente, ça n'est pas un mur en fer, ou ça n'est pas non plus un mur en pierre, ça n'est pas une barrière de séparation. C'est un mur au sens symbolique et spirituel qui amènera les Arabes à comprendre qu'ils n'ont aucune chance de
nous faire partir d'Eretz Israël. Et donc, ils seront eux-mêmes, ils se persuaderont eux-mêmes qu'ils n'ont que leur opposition au sionisme, finalement, n'a pas lieu d'être. Donc, c'est les faire renoncer à toute volonté de nous attaquer, parce que simplement, ils comprendront que nous sommes là pour y rester. Donc, c'est ça, pour définir en deux phrases, le mur de fer. Alors, pendant très longtemps, je dirais que cette notion du mur de fer, elle a été intégrée à la pensée politique et militaire israélienne, au point que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver cette expression dans des documents de stratégie militaire de Tsahal. C'est devenu, comme je l'ai dit, un élément du lexique politico-militaire israélien. Et donc, comme toutes les idées qui sont acceptées de manière quasiment unanime, eh bien, le danger, finalement, c'est qu'on en vient à perdre de vue leur signification profonde. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec le mur de fer. C'est-à-dire que, à la fois, je dirais que Jabotinsky a réussi, je dirais que ses idées ont été acceptées, y compris par ses opposants. Hein. Ben Gurion le premier, c'est Ben Gurion, sans jamais l'avoir reconnu d'ailleurs, mais tout ce qu'il a fait sur le plan stratégique militaire dans les années 40-50, ce sont les idées de Jabotinsky qu'il a mis en application. Je dirais que cette réussite des idées de Jabotinsky, elle contenait peut-être aussi en germe leur oubli ultérieur. Je m'explique, c'est-à-dire que quelque part, on a tellement considéré que c'était devenu une évidence que finalement, on en est venu à oublier ce que ça voulait dire, ce que ça exigeait de nous. Et en quoi est-ce qu'on l'a oublié? Eh bien, je dirais parce que finalement, dans la pensée politique militaire israélienne, on a toujours su qu'il fallait dissuader nos ennemis et traditionnellement, on considérait toujours que Israël devait avoir une armée forte, capable de porter la guerre sur le territoire de l'ennemi et capable de mener des guerres courtes parce qu'on ne pouvait pas supporter le coût d'une guerre longue. On était sur le plan numérique, sur le plan même de l'armement, on était en position d'infériorité face à nos ennemis. Et donc, on devait avoir une capacité de réaction et parfois même d'anticipation, parfois mener des opérations préventives ou déclencher des guerres de manière préventive comme en 1967. Donc, finalement, la dissuasion, c'était à la fois une dissuasion passive et active. Hein. Évidemment, il y a le volet auquel vous pensez tous, qui est le volet de la dissuasion nucléaire, qui est aussi quelque part le mur de fer. Hein. L'arme nucléaire, c'est évidemment la dissuasion par excellence. Mais est-ce que, avec tout ça, donc tout ça c'est vrai, on a réussi quelque part. Tsahal, c'est le mur de fer. Le mur de fer, c'est Tsahal. C'est une armée forte, puissante, certains iront jusqu'à dire invincible, mais ce qui évidemment serait un petit peu une fanfaronnerie, et aujourd'hui on le sait bien malheureusement. Et peut-être ce danger, c'est justement d'avoir cru qu'on était devenu invincible. Alors, je voudrais quand même peut-être illustrer mon propos pour ne pas que ça reste des idées très générales, mais en quoi est-ce que finalement la situation qu'on a laissé s'installer depuis 20 ans, notamment autour de la bande de Gaza, mais aussi à la frontière nord, c'est à peu près la même situation, en quoi est-ce qu'elle est contraire à la doctrine du mur de fer? Et pour préciser encore la question, en quoi est-ce que le mur de fer se distingue du dôme d'acier? Hein, en hébreu, ça se ressemble. Kira Barzel, Kippat Barzel, c'est presque la même expression. En quoi est-ce que c'est totalement différent? Et de manière générale, en quoi est-ce que tout ce qu'on a cru pouvoir nous protéger contre les missiles du Hamas et contre ceux du Hezbollah, eh bien, en quoi est-ce que c'est la négation même du mur de fer? Alors, Kira Barzel, Kippat Barzel, ça c'est un sujet que malheureusement j'ai pu développer depuis des années et malheureusement, je dis malheureusement parce que j'aurais préféré me tromper, mais malheureusement c'était vrai. Effectivement, Kippat Barzel, ça n'est pas Kira Barzel. Je dirais que Kippat Barzel, le dôme d'acier, c'est à la fois une prouesse technologique et en même temps, c'est finalement, aujourd'hui, on doit le reconnaître, une erreur stratégique. Hein. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce que le Kippat Barzel, ça n'est pas le Kira Barzel? Parce que dans l'idée de Jabotinsky, Kira Barzel, le mur de fer, ça veut dire
faire que nos ennemis renoncent à nous attaquer. Et nous, ce qu'on a fait avec Kippat Barzel, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas le Hamas qui a été dissuadé, malheureusement, comme on le sait tous aujourd'hui. C'est Israël qui a été dissuadé. C'est-à-dire que, protégé par ce parapluie technologique très intelligent, que le monde entier nous envie, eh bien, nous avons renoncé finalement à faire ce que n'importe quelle autre armée aurait fait, à savoir mener une attaque préventive au cœur de Gaza pour détruire les missiles de l'ennemi, c'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, c'est par la force, nous avons fini par comprendre, malheureusement, il a fallu les tragiques événements du 7 octobre pour qu'aujourd'hui tout le monde comprenne qu'on ne peut pas vivre avec à sa porte, à sa frontière, un ennemi qui accumule des missiles pour nous tirer dessus. Et je dirais la tragique illusion de Kippat Barzel, finalement, c'est de croire que une protection technologique peut nous dissuader de régler le problème à la racine. Et c'est là qu'on a oublié ce que c'est le mur de fer. Parce que, imaginons, c'est une comparaison que je fais toujours pour illustrer le paradoxe de Kippat Barzel. Imaginons que Kippat Barzel soit parfait, soit absolument, totalement imperméable. Donc, on aurait une protection technologique, c'est un petit peu d'ailleurs le rêve de tous ceux qui l'ont promu, cette idée, c'est que plus un seul missile du Hamas ne passerait à travers le dôme d'acier, et pareil pour le Hezbollah. Donc, on aurait une protection absolue. Ça veut dire qu'il n'y aurait même plus besoin de descendre dans les abris, il n'y aurait pas besoin d'avoir les alertes sur nos téléphones portables. Hein. On nous tire dessus, mais nous, on s'en fiche parce que les missiles, ils sont tous interceptés en vol et on aurait même une technologie tellement intelligente qu'il n'y aurait même pas d'éclats de débris qui tomberaient à terre. Donc, finalement, on vivrait totalement protégé à l'abri de ce grand parapluie. Eh bien, même dans cette situation idéale à laquelle on n'est pas parvenu, eh bien, je dis que c'est le contraire de Kippat Barzel. Parce que dans la doctrine de Jabotinsky, c'est l'ennemi qui doit être dissuadé de nous attaquer. C'est-à-dire que tant que le Hamas a la chutzpah de tirer des missiles sur Israël, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas dissuadé. Et pareil pour le Hezbollah au nord, et pareil pour les Houthis depuis le Yémen, etc., etc. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans cette guerre que nous vivons aujourd'hui, je dirais, c'est la conséquence, comme je l'ai dit, de l'oubli de la signification profonde du mur de fer, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pour parler du dôme d'acier. Et de manière plus générale, je dirais qu'il y a cette illusion de la technologie qui est de croire que finalement, avec notre puissance technologique, on est capable de répondre à la menace de nos ennemis. Et on a bien vu tragiquement que toute notre puissance technologique, elle a été finalement vaincue, entre guillemets, en tout cas de manière très temporaire, en tout cas pendant une journée, elle a été mise en échec avec des armes finalement assez rudimentaires. Et donc, ce qu'on a vu finalement, c'est que notre supériorité technologique, eh bien, elle n'apportait pas une réponse aux menaces de nos ennemis. Alors, en quoi est-ce que ça a un lien avec l'idée du mur de fer? Eh bien, parce que tout simplement, aux yeux de Jabotinsky, le mur de fer, comme je l'ai dit et je le répète, ça veut dire dissuader l'ennemi, c'est-à-dire qu'il n'est même pas le projet de nous attaquer. Et aujourd'hui, je dirais que l'illusion mortelle qui a volé en éclats le 7 octobre, c'est finalement l'illusion qu'on peut se protéger contre des ennemis qui veulent notre perte, qui veulent nous attaquer, parce qu'on a une supériorité militaire, technologique, etc., économique même. Donc finalement, c'est l'idée qu'on peut à nouveau, quelque part, acheter notre sécurité, n'est-ce pas? Et les deux illusions, je dirais, sont interdépendantes, parce que finalement, si on peut se protéger contre les tirs sporadiques de missiles, comme on l'a fait pendant des années à la frontière de Gaza, d'une manière d'ailleurs qui n'était pas du tout efficace et pas du tout satisfaisante. Il y a beaucoup de gens qui n'ont cessé de répéter que ce n'était pas admissible pour l'État d'Israël de laisser un ennemi nous bombarder régulièrement de temps en temps quand il en avait l'envie.
et à chaque fois, on trouvait des bonnes explications, et vous aviez plein de commentateurs très, très savants à la télé, à la radio israélienne, qui vous expliquaient pourquoi ils avaient tiré ce jour-là et pas un autre jour, et parce que c'était pour Jérusalem, pour le Yom Yerushalayim, c'était pour répondre aux provocations des colons juifs à Jérusalem ou en Samarie, etc., etc. Toujours des rationalisations, mais le Shura Tartona, en fin de compte, la vraie explication, c'est qu'on avait des ennemis qui voulaient nous attaquer et qu'on n'avait pas été capable de les dissuader. Donc, finalement, le mur de fer, on l'a laissé s'effriter petit à petit et on en est arrivé à un point auquel le mur de fer s'est révélé être un mur de papier, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a vu tragiquement le 7 octobre, c'est un mur de papier que nos ennemis ont franchi avec des bulldozers et des motos, et ils sont venus semer la mort et la destruction à l'intérieur du territoire israélien. Et quelque part, on a vécu, je dirais, le 7 octobre, ce qui était le plus traumatique au-delà même de la mort, de toutes les horreurs qu'on a vues, c'est le fait que on pensait qu'on était en sécurité à l'intérieur de l'État d'Israël, et on pensait que fondamentalement, il y avait eu un changement ontologique dans l'existence juive. Et ce changement ontologique, eh bien, il n'a pas eu lieu. Ou en tout cas, il a eu lieu, mais il était réversible. Voilà, il n'était pas irréversible. Donc, ce qu'on a vécu le 7 octobre, c'est un retour en arrière dans l'histoire juive. On est revenu à l'époque des pogroms, on est revenu à Kishinev, on est revenu pendant la Shoah. Et toutes ces comparaisons sont, à mes yeux, totalement légitimes, puisque c'est ça qu'on a ressenti nous-mêmes dans notre chair. N'est-ce pas? Les Juifs du monde entier ont ressenti qu'on était revenu en arrière dans l'histoire juive. Et donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on repart et comment est-ce qu'on reconstruit le mur de fer de Jabotinsky pour qu'il n'y ait plus jamais ce retour en arrière. Alors, bien entendu, je n'ai pas la prétention d'expliquer comment est-ce qu'on va faire pour une telle erreur ne se reproduise pas sur le plan concret, sur le plan militaire, sur le plan stratégique. Je vais simplement tenter d'expliquer ce que Jabotinsky avait voulu dire il y a 100 ans et pourquoi ça reste valable aujourd'hui et comment finalement est-ce qu'on peut reconstruire cette capacité de dissuasion qu'on a laissé s'effriter au fil du temps. Et peut-être une des explications que je n'ai pas encore évoquée, mais qui est peut-être la plus significative, finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans indépendamment même du fait que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, que le Hezbollah s'est installé au sud Liban. Mais qu'est-ce qui s'est passé en nous? Qu'est-ce qui s'est passé en nous, Israéliens, pour qu'on laisse finalement le mur de fer s'effriter, se fissurer et qu'on le remplace par cette barrière technologique et par ce dôme d'acier dont l'efficacité s'est avérée toute relative? Eh bien, je dirais que ce qui s'est passé, ce changement intérieur que nous-mêmes nous avons vécu, c'est finalement l'oubli des fondamentaux du sionisme. Hein. Et c'est là que Jabotinsky demeure d'une grande actualité, c'est parce que le mur de fer, ça n'est pas seulement une image, ça n'est pas seulement un concept politique, militaire, stratégique, mais c'est aussi un état d'esprit, n'est-ce pas? L'idée que le sang juif ne peut plus couler en vain, l'idée qu'il ne peut plus y avoir des juifs attaqués à l'intérieur d'Eretz Israël sans qu'il y ait une riposte, sans qu'il y ait une attaque préventive, eh bien c'est ça finalement qu'on a oublié pendant plusieurs décennies. Et à mes yeux, mon interprétation personnelle, je dirais, de ce qu'on a vécu et de tout ce qui l'a précédé, c'est que finalement, ce qui est en train de se refermer aujourd'hui avec la guerre que nous vivons aujourd'hui à Gaza, eh bien c'est la parenthèse post-sioniste dans l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Pendant 3 décennies à peu près, on a vécu dans l'illusion du post-sionisme, c'est-à-dire on a cru que le sionisme, comme l'ont dit des grands écrivains israéliens comme Amos Oz, comme d'autres, le sionisme est terminé, ça y est, on a notre État, on a notre armée, maintenant il faut passer à autre chose. Eh bien finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que ces fondamentaux du sionisme, ils sont toujours très actuels, et je dirais que c'est à la fois quelque chose qu'on a vécu tragiquement dans les événements du 7 octobre et depuis le 7 octobre. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de positif finalement, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer mon exposé, c'est que finalement, ce que l'on voit aujourd'hui, à la fois dans la manière dont Israël tout entier a réagi le 7 octobre et dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, c'est que finalement, Jabotinsky, même s'il a été oublié, même si on a oublié ce que voulait dire un mur de fer et on a cru à toutes sortes d'illusions
qui était le contraire du mur de fer, eh bien, en même temps, je dirais que on a montré et on continue de montrer jour après jour, nos soldats continuent de montrer jour après jour à Gaza et peut-être ailleurs aussi, que finalement, je dirais que l'éthos sioniste de Jabotinsky et des autres pères fondateurs est toujours vivant. Et c'est ça la bonne nouvelle finalement, malgré tout, de l'après 7 octobre. C'est que le sionisme, non seulement il est d'actualité, mais en plus il continue de vibrer en nous. Et je dirais que le projet fondateur à la fois de Jabotinsky, de Theodor Herzl et de tous les pères fondateurs, c'est-à-dire le projet d'un nouveau juif, eh bien, il a réussi. Et peut-être que c'est, puisque je m'exprime dans ce cadre de la Midrashet Yehuda, je voudrais faire peut-être une petite parenthèse. Juste, excusez-moi, je vais juste prendre un verre d'eau. Oui, alors, je dirais que pendant très longtemps, nous, quand je dis nous maintenant, si je parle du sionisme religieux, on a cru qu'on était déjà dans la deuxième étape du sionisme, c'est-à-dire qu'on avait déjà construit les sous-bassements matériels et on devait maintenant passer à l'étage spirituel, n'est-ce pas? Hein, sans caricaturer, c'est ça un petit peu l'idée essentielle du sionisme religieux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les deux sont interdépendants et que finalement, nos déficits sur le plan spirituel, c'était aussi des déficits sur le plan matériel, n'est-ce pas? On ne peut pas séparer l'un de l'autre, les deux vont ensemble. Et Jabotinsky, il est particulièrement pertinent dans ce débat parce que, d'une part, parce que c'est quelqu'un qui avait très vite compris que la force du peuple d'Israël, elle était à la fois matérielle et spirituelle. Et personnellement, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé lorsque j'ai commencé à approfondir ma connaissance de Jabotinsky, que je croyais connaître, mais que je ne connaissais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai créé notamment la bibliothèque sioniste, dans laquelle j'ai déjà traduit 3 recueils de textes de lui, et j'espère en publier un 4e très bientôt. C'est que finalement, dans la pensée de Jabotinsky, non seulement il n'est pas un juif laïque, anti-religieux, comme on le présente parfois, euh, il n'est pas non plus, comme son fils l'a souvent dit, parce que son fils était son fils Eri Jabotinsky, et lui était un juif très laïque pour le coup, qui avait fréquenté les cercles cananéens à Paris dans les années 20, lorsqu'il avait fait ses études à l'école centrale. Et Eri Jabotinsky, dans le livre de souvenirs qu'il a consacré à son père, il commence son livre en disant, surtout, ne déformez pas la pensée de mon père et ne lui mettez pas une kippa sur la tête. Et c'est vrai que pour un fils, évidemment, c'est toujours énervant de voir des gens qui vont venir s'approprier la personne de son père et lui prêter des pensées qui n'étaient pas les siennes. Donc, Jabotinsky, il n'est jamais devenu un juif pratiquant, il est toujours resté le juif laïque qu'il était dans sa jeunesse à Odessa. Et en même temps, il a compris, et notamment, c'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement, il a compris à travers le Rav Kook, qu'il a sûrement rencontré. Alors, j'ai longtemps cherché une trace de cette rencontre, mais j'en ai pas trouvé de trace objective ou de trace textuelle. Mais des gens bien informés m'ont expliqué, m'ont convaincu que ils ont vécu pendant les mêmes années à Jérusalem, qui était une très petite ville, encore plus petite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Jérusalem, à certains aspects, est resté un petit peu un village. Et à cette époque, c'était vraiment un village. Donc, Jabotinsky et le Rav Kook se sont rencontrés. Et Jabotinsky a modifié son attitude envers la tradition d'Israël sous l'influence du Rav Kook, et notamment lorsque le Rav Kook est intervenu dans le procès Arlozorov. À l'époque du procès Arlozorov, de l'affaire Arlozorov, du procès Stavsky, pardon, donc quand 3 jeunes Bétaris, 3 jeunes juifs du Bétar ont été accusés à tort d'avoir tué Arlozorov, eh bien, un de ceux qui s'est porté à leur défense était le Rav Kook, de manière très courageuse d'ailleurs. Ça lui a valu beaucoup d'inimitiés et d'insultes, notamment de la part des sionistes de gauche. Et lorsque Jabotinsky a vu avec quel courage le Rav Kook intervenait en faveur des accusés, eh bien, il a compris, selon ses propres termes, que le judaïsme de la tradition était une force vivante et
ce qu'il a compris, en fait, c'est que la force matérielle du peuple juif à laquelle il s'est consacré toute sa vie, comme je l'ai dit, eh bien, elle était indissociable de sa force spirituelle. Donc ça, je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, au petit recueil que j'ai publié sur ce sujet, sur le rapport entre Jabotinsky et la tradition juive, et vous verrez qu'on découvre une figure de Jabotinsky très, très différente de l'image d'Épinal qu'on a souvent de lui. Alors, je referme cette parenthèse, et je ne sais même plus d'ailleurs pourquoi j'en étais arrivé à parler de ça, mais tout simplement pour dire que le, le nouveau juif que Jabotinsky appelait de ses voeux, comme j'ai dit, il est encore vivant. Et non seulement il est vivant, mais c'est lui qui se bat aujourd'hui dans la bande de Gaza et qui nous protège notre frontière nord. C'est-à-dire que quelque part, je dirais que les idées sionistes, non seulement elles sont restées actuelles, mais elles sont restées vivantes. Et la nouvelle génération qui est née donc dans les années 90 ou même dans les années 2000, eh bien, elle est restée aussi sioniste que nous, on a pu l'être à nos époques respectives. Donc finalement, la bonne nouvelle de l'après 7 octobre, voilà, pour reprendre le fil de ce que je vous disais, c'est que tout simplement, le sionisme, non seulement il n'est pas mort, mais il est plus actuel, il est plus vivant que jamais. Et si vous voulez, pour terminer sur le sujet que j'ai brièvement abordé, à savoir le rapport de Jabotinsky avec la tradition d'Israël, et qui a un rapport évidemment avec les événements que nous vivons, parce que on a tous évidemment, je dirais que on se pose tous des questions sur la signification spirituelle de tous les événements qu'on vit. On ne peut pas simplement se contenter d'écouter les informations et de suivre la progression de nos soldats. On a tous évidemment conscience qu'il y a aussi une signification sur le plan spirituel. Eh bien, Jabotinsky, il avait aussi dans un autre article très célèbre développé cette idée de ce qu'il appelait Atsionut Aromema, le sionisme suprême. Et c'était quoi le sionisme suprême dans la bouche de Jabotinsky? C'était une fois que l'État aura été créé, donc il ne l'a pas vu puisqu'il est mort en 1940 à New York, une fois que le kibbutz Galouyot aura été réalisé, donc que les Juifs de l'exil auront rejoint la terre d'Israël, alors ce sera la troisième étape du sionisme qu'il a appelée Sionut Aromema. Et comment est-ce qu'il l'a défini? De manière très simple, parce que Jabotinsky, c'était pas quelqu'un qui faisait c'était pas quelqu'un comment dire, qui coupait les cheveux en quatre. Hein. Il avait dit tout simplement, nous allons créer en Israël une culture qui rayonnera sur le monde entier. Mais quand il emploie le mot culture, c'était pas du tout au sens où on l'entendait dans le fameux débat entre sionisme culturel et sionisme religieux. Vous savez que le mot culture, en général, c'était dans la bouche des protagonistes à l'époque du débat sur l'avenir d'Israël, sur l'identité d'Israël, qui est resté toujours aussi actuel aujourd'hui. Quand on parlait de culture, c'était pour dire tout ce qui n'était pas la Torah, évidemment. Eh bien, Jabotinsky, lui, quand il parlait d'une culture qui rayonnerait sur le monde entier, eh bien, il l'a illustré par les mots du prophète Isaïe, Kimitzion Tetzetora. Donc, vous voyez que Jabotinsky avait une pensée assez riche, assez large pour parler à la fois en termes de culture et en termes de Torah. Et c'est, à mes yeux, ce qui donne aussi toute l'actualité à sa pensée et à ses textes que je vous invite à lire et à relire. Merci à tous de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Les micros sont ouverts? J'imagine que oui. Non? Allez-y, Monsieur Nakache. Attendez, je vais... Ah là là. Il faut dire... Bon, en attendant, moi, je vous pose une question en attendant que j'appelle Johan. Je n'ai pas très bien compris la critique que tu as faite sur la tzionut à Datit, sur les sionistes religieux, soi-disant, ils seraient passés à une période mystique et ils auraient oublié les problèmes pratiques. C'est pas du tout vrai. Tu peux dire ça des
des Haredim, mais pas des sionistes religieux. Alors, oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de poser une question aussi et qui a pas le micro n'est pas activé. Alors, pour répondre non, je voulais peut-être que j'ai caricaturé, que j'ai dit des choses de manière trop simplificatrice. Non, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que le mur de fer, ça n'est pas seulement un mur matériel et ça n'est pas seulement un mur spirituel, c'est les deux à la fois, tout simplement. Je voulais pas rien dire de plus que ça. Et parce que on a toujours la tentation de voir l'histoire d'Israël, de la diviser en différentes périodes, en différentes phases, et on dit voilà, on a terminé d'édifier notre État, maintenant on va pouvoir s'occuper de lui donner un contenu spirituel, alors que les deux marchent de pair, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, ce n'était pas une critique, c'était plutôt une réflexion sur comment nous, est-ce que nous avons parfois tendance à voir les choses, et peut-être que c'était une autocritique, c'est-à-dire que nous-mêmes, sionistes religieux, nous avons parfois tendance à caricaturer les autres composantes du mouvement sioniste en disant, voilà, il y a les sionistes travaillistes, révisionnistes, eux, ils ont construit l'État, ils ont construit l'agriculture, l'armée, et puis nous, on vient pour donner le contenu spirituel. Bon, évidemment, on est quand même plus intelligent que ça, on ne voit pas les choses de manière aussi simpliste, mais il y a toujours quand même cette tentation. Et ce qui m'a personnellement intéressé en tant que juif, pratiquant chez Jabotinsky, c'est de voir que finalement, lui, il n'était pas du tout conforme à la caricature qu'on donne de lui, n'est-ce pas? C'est peut-être cet aspect que j'ai voulu développer donc un petit peu plus, même s'il n'y a pas un lien direct avec le mur de fer, mais il y a un lien parce que le mur de fer, comme je répète, c'est un concept c'est à la fois un mur symbolique et aussi un mur spirituel. Donc, et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que nous disent nos soldats dans tous leurs messages qui viennent de Gaza, c'est la force d'Israël, c'est dans son union, c'est dans son identité. Et personnellement, c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus frappé dans cette guerre par rapport à toutes les autres guerres d'Israël, c'est que c'est la première fois que l'identité juive est affirmée comme un élément indissociable de la force de notre armée. Et ça, c'est quelque chose de vraiment flagrant aujourd'hui. Là. Monsieur Naka, Yofi, vous pouvez ouvrir le micro? Ah, voilà. Allez-y. Oui, moi j'ai découvert M. Lursa à travers ses écrits dans Pardes et son livre à propos de la Cour suprême. Mais ce que je voulais lui demander, est-ce qu'on peut, où peut-on trouver ces livres? Parce que finalement, il y a comme une sorte de chape sur la pensée de Jabotinsky. Oui, merci de votre question. Tous les livres que j'ai publiés, puisque c'est moi-même qui édite à la fois les écrits de C'est Jabotinsky que vous-même, j'ai d'accord. traduits et aussi le livre que j'ai écrit sur la réforme judiciaire, sur la Cour suprême. Oui. Vous pouvez tous les trouver soit sur Internet, si vous habitez notamment en Laretz, et si vous habitez en Israël, vous pouvez les trouver en principe à la librairie française de Tel Aviv, hein, Kikar Masarik, je crois, la librairie du Foyer à Tel Aviv, ou sinon vous pouvez vous adresser à moi à Jérusalem et je me ferai un plaisir de vous les procurer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, magnifique. Toda rabba. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Maître Lursa, je me rallie totalement à toutes vos pensées, vos explications. Je recommande d'ailleurs à ceux qui suivent cette soirée d'écouter aussi ce que vous avez dit ce matin sur Studio Kalita par rapport à l'arrêt de Bagatz. Je voulais maintenant parler des applications pratiques. Actuellement, on est en train de faire ce que probablement Jabotinsky aurait approuvé en tout cas en déclarant qu'on va aller jusqu'au bout à Gaza. Mais par rapport au Hezbollah, aux Houthis et surtout à l'Iran, est-ce que ce n'est pas le moment, alors que nous sommes mobilisés et qu'il y a quand même des coalitions et puis que le monde occidental, sans le dire, comprend qu'on s'approche du moment fatidique de l'arme nucléaire de l'Iran qui va changer fondamentalement les choses? Est-ce que Israël ne devrait pas se lancer à l'eau maintenant dans une guerre préventive, d'abord contre Hezbollah, puis contre l'Iran, ou inversement?
Alors évidemment, une question un petit peu méadguerette, comme on dit. Je ne vais pas donner de réponse très affirmative parce que je ne m'en sens pas du tout la compétence. Je voudrais juste dire qu'effectivement, du point de vue de Jabotinsky, du point de vue du mur de fer, de même qu'aujourd'hui, on a compris qu'on ne pouvait pas vivre avec la menace du Hamas à notre frontière sud, on ne peut pas non plus accepter la menace du Hezbollah à notre frontière nord, et on ne peut pas non plus accepter la menace de l'Iran. Et peut-être d'ailleurs, pour en dire quelques mots, j'avais évoqué en introduction, je parlais du fait que c'était les héritiers politiques de Jabotinsky qui malheureusement avaient commis l'erreur avec le Hamas. Et c'est d'autant plus, comment dire, c'est d'autant plus tragique que, que notre Premier ministre, c'est celui qui, de la manière la plus constante depuis plus de 20 ans, met en garde contre le danger de l'Iran. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'a pas failli sur ce point-là, sur ce point précis de la menace iranienne. Et effectivement, il faut aller au bout de la logique, ça veut dire empêcher l'Iran de parvenir à l'arme nucléaire. Et moi, je ne donnerai pas un avis personnel, je dirais simplement ce que j'ai lu et ce qui me paraît tout à fait convaincant. Mais après, les conséquences, comme je dis, j'ai aucune compétence pour en tirer des conséquences concrètes, pratiques. Mais effectivement, peut-être que c'est maintenant l'heure ou jamais, le moment venu d'affronter aussi ce danger-là et de faire en sorte que Israël se débarrasse aussi de cette menace dans la mesure du possible et peut-être que c'est aussi, comme on dit, Shahat Ratson, c'est le moment propice pour régler aussi ce problème-là. Donc, si vous voulez, je comprends tout à fait votre interrogation, mais je ne sais pas comment est-ce que ça peut se faire et comment est-ce que c'est possible. Est-ce qu'Israël en a la possibilité? Est-ce qu'Israël compte encore sur des alliés sur ce plan-là? Est-ce que Israël aura des alliés pour faire face à la menace de l'Iran? Ou est-ce qu'Israël peut en avoir? Ou est-ce qu'Israël doit compter uniquement sur ses propres forces? Et à quel moment? Et voilà, les points d'interrogation, je ne prétends pas les dissiper. Mais effectivement, si on se place uniquement sur le plan de la doctrine de Jabotinsky, c'est évident que de même qu'on doit se débarrasser de la menace du Hamas, on doit aussi se débarrasser de la menace du Hezbollah et de la menace iranienne. Merci beaucoup. Je vais aller dans votre sens. La Kippat Barzel, qui est une réussite technologique extraordinaire, était en fait une stratégie défensive, uniquement défensive. C'est un petit peu comme si dans un match de boxe, un des boxeurs disait à l'autre, tu peux me taper autant que tu veux, mais moi, ça me fait pas mal. Or, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Oui, effectivement, moi, c'est un sujet qui m'a intéressé depuis longtemps. C'est finalement, dans l'histoire de Tsahal, on a toujours été partagé entre un ethos purement défensif et un ethos plus offensif. Et Jabotinsky, à son époque, déjà, qui était donc avant Tsahal, avait déjà protesté contre ce qu'on appelait à l'époque la Havlaga, donc la retenue. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir que malgré tous les changements qui sont intervenus dans l'histoire d'Israël, eh bien, il y a certains débats intellectuels et politiques qui se posent pratiquement dans les mêmes termes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Jabotinsky, lui, était contre ce qu'on appelait la politique de la retenue de la Havlaga. Et petit à petit, d'ailleurs, même presque à son corps défendant, parce que, comme je l'ai dit, il n'était pas militariste dans l'âme, il avait même été pacifiste dans sa jeunesse, eh bien, il a été amené, quelque part, il a été dépassé presque, on pourrait dire, par son aile droite, notamment par l'Irgun, Tzvaï Leoumi, l'organisation militaire de l'Irgun, qui a été créée en Eretz Israël à une époque où Jabotinsky ne vivait plus en Israël, puisqu'il en avait été banni par les Anglais. Eh bien, il a validé a posteriori tout ce que l'Irgun a fait en Eretz Israël, y compris les représailles, les actes militaires, les actes de violence. Jabotinsky, presque, je dirais, à son corps défendant, parce que c'était quelqu'un de tout à fait, comment dire, c'était un homme de lettres qui a été un peu comme Herzl à son temps. Il a été amené à consacrer toute sa vie à la cause sioniste, mais il aurait préféré écrire des romans et célébrer sa jeunesse à Odessa jusqu'à son dernier jour. Et vous connaissez tous peut-être le mot de Maxime Gorky qui a dit quand Jabotinsky est devenu sioniste, c'était une grande perte pour la littérature russe. Donc, peut-être qu'il aurait préféré rester un écrivain russe, mais par la force des choses, comme Herzl, il est devenu un dirigeant sioniste. Et
Et du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de votre question, mais C'était pas une question, c'était plutôt Sur le dôme de fer qui est qui est très défensif. uniquement défensif et ça a endormi oui, Saad. oui, Ça a oui, endormi le pays. oui. Alors, effectivement, je dirais que les plus grandes victoires de Tsahal, c'est toujours lorsque on a été, lorsqu'on a dépassé je dirais notre définition même de Tzva Haganah d'Israël et qu'on a soit mené l'attaque, soit mené des attaques préventives comme en 1967, ou lorsqu'on a même été au devant de la menace de l'ennemi, lorsqu'on a conquis les territoires de l'ennemi, la première guerre du Liban, nous on s'en souvient surtout comme un moment traumatique de l'histoire d'Israël, on se souvient des manifestations qui ont mené à la fin du gouvernement de Menachem Begin, mais on a oublié que sur le plan militaire, c'était une victoire énorme. Et pareil pour la guerre de Kippour. Je veux dire, malheureusement, il y a chez nous cette espèce peut-être de maladie encore de l'exil, de transformer nos plus grandes victoires en défaites, en tout cas dans le vécu collectif, ou alors d'accepter un certain narratif, parce qu'il y a toujours plusieurs narratifs concurrents, évidemment, en Israël. Et on a un petit peu trop facilement accepté le narratif pacifiste ou défaitiste qui voit dans la guerre de Kippour uniquement un traumatisme ou qui voit dans la guerre des 6 jours uniquement le début de l'occupation, etc., etc. Et on a oublié que c'était des immenses victoires militaires et pareil pour la première guerre du Liban, qui était aussi une grande victoire militaire, qui après, malheureusement, n'a pas été suivie on n'a pas su, c'est peut-être notre principal problème, c'est qu'on a du mal à transformer nos victoires militaires en victoires politiques. Évidemment, c'est aussi compliqué. Mais je vous rejoins tout à fait sur le fait que l'éthos défensif qui est inhérent, fondateur dans l'histoire de Tsahal, doit toujours aussi s'accompagner de cet ethos beaucoup plus offensif et qui nous a permis de remporter nos plus grandes victoires, y compris d'ailleurs à des milliers de kilomètres du territoire israélien. Et donc, c'est aussi ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui à Gaza et ce qu'on va voir dans la suite de cette guerre, c'est que finalement, quand Israël retrouve les valeurs fondatrices, lorsqu'il finalement il sort un petit peu de ses frontières, de ses limites qu'il s'impose à lui-même, eh bien, il est capable de toutes les prouesses. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait optimiste sur la suite de cette guerre. Je peux poser une question, faire une intervention? Allez-y. Bonsoir. Cette idée que dans les années 20, de pouvoir acheter les Arabes d'Eretz Israël, c'est-à-dire par la prospérité économique, par apporter les lumières de la modernité, même il y avait une idée qui voulait les initier au combat politique et syndical contre les effendis qui les exploitaient. Cette idée, en fait, il faut il faut peut-être se rendre compte et affirmer qu'elle est assez paternaliste et assez colonialiste. Ça rejoint l'idée de Jabotinsky dont vous parliez, qui respectait plus finalement les Arabes que les gens qui prônaient ces idées-là. Peut-être Oui. il faudrait réaffirmer que c'est pas. Et d'ailleurs, l'histoire a prouvé que Jabotinsky avait raison. Juste une dernière remarque, c'est une anecdote. Je regardais il y a longtemps sur un plateau de télévision un ambassadeur en France d'Israël qui se confrontait avec Leila Chaïd et il disait ah mais avant les Palestiniens, alors je sais plus qu'est-ce qui s'était passé, je crois que c'est dans les Intifada. Avant les Palestiniens venaient travailler chez nous, ils travaillaient, on leur donnait du travail, tout allait bien, nanana, et elle a répondu le peuple palestinien, enfin bon, n'a pas vocation d'être la main-d'œuvre d'Israël. Et voilà. Donc, et Oui. c'était parlant pour les gens qui étaient sur le plateau. Oui, Voilà. alors effectivement, c'est une anecdote très, très, très révélatrice. C'est-à-dire que Oui. non seulement, c'est pas parce qu'on va donner du travail à nos ennemis qu'on va gagner leur reconnaissance. Au contraire, parfois on va pas du tout gagner leur reconnaissance. Je voudrais juste faire une petite remarque à propos de Jabotinsky et de la pensée paternaliste. Malgré tout, Jabotinsky a quand même cette conviction que le sionisme apporte, je dirais pas les bienfaits de la civilisation, parce que c'est peut-être
trop caricatural, mais certains bienfaits et surtout un progrès moral. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il reste très actuel. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons été influencés par toutes les idées ambiantes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui en Occident, et on fait partie de l'Occident aussi. Et aujourd'hui, on croit tous que chaque culture a ses avantages, et c'est très mal vu aujourd'hui de dire que l'Occident est plus civilisé, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, et pourtant ça reste vrai, hein, parce que euh, je ne dis pas que nous-mêmes, juifs, en tant que juifs, nous avons souffert aussi de l'Occident. Nous avons souffert de la main d'un peuple qui se disait le plus cultivé d'Europe. Mais malgré tout, et ceux qui comparent, ceux qui ont vécu les événements de la Shoah et qui ont vécu cette espèce de jour de Shoah qu'on a vécu le 7 octobre, eh bien, je dirais que, sans faire de comparaison dans l'horreur, parce que toutes les formes d'horreur sont, on peut pas, il n'y a peut-être pas d'échelle dans l'horreur, mais il y a une idée qu'on ne peut pas s'empêcher de, en tout cas personnellement, sur ce point-là, je crois que j'ai peut-être changé aussi d'avis sur ce point-là, c'est-à-dire que même si Jabotinsky avait un respect pour la nation arabe ou pour le nationalisme arabe, et s'il pensait qu'on ne pouvait pas l'acheter par des bienfaits économiques, il avait aussi cette idée que, quelque part, le sionisme était le pont avancé de l'Occident dans un Orient qui restait arriéré sur le plan, peut-être pas culturel, mais en tout cas sur le plan moral. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de le constater aujourd'hui, parce qu'on voit bien que nos ennemis, il leur manque certains éléments de la morale universelle que nous, on est censé apporter au monde entier. Alors, on ne peut pas dire que eux, ils n'en ont pas besoin, alors que justement, c'est peut-être eux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Hein. Eux d'ailleurs, et aussi les présidents des universités aux États-Unis, eux aussi, ils ont un problème moral, n'est-ce pas? C'est peut-être le même problème. Mais euh, ne cédons pas à la tentation relativiste de croire que effectivement, il n'y aurait pas le sionisme, ce serait pas Je dirais que de ce point de vue-là, c'est aussi une piqûre de rappel, c'est aussi l'actualité des idées sionistes de penser que effectivement, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons pour laquelle aujourd'hui une autre bonne nouvelle de cette guerre, de l'après 7 octobre, c'est que les Arabes israéliens globalement ne se sont pas rangés dans le camp du Hamas. Eh bien, une des explications qu'on peut donner, c'est tout simplement le fait que les Arabes israéliens, grâce au fait qu'ils soient israéliens, et contrairement à ce que disent les journaux français, ce ne sont pas des Palestiniens d'Israël, et même si parfois ils se définissent comme ça, eh bien, ils ne sont pas des Palestiniens d'Israël, ils sont des Arabes israéliens, et quelque part, grâce à Israël, ils sont arrivés à un niveau plus élevé, pas sur le plan économique et matériel, mais sur le plan moral et spirituel. Nous avons réussi à leur donner quelque part, et je dis ça sans aucun paternalisme, je dis ça comme un constat d'un fait qui me paraît évident, c'est que aucun Arabe d'Israël ne voudrait revenir en arrière, ne voudrait devenir un citoyen de Gaza. Je dirais qu'ils ont à la fois un gouffre culturel, un gouffre économique qui les sépare de Gaza, mais aussi un gouffre moral, tout simplement, parce qu'en devenant israéliens, ils sont aussi quelque part devenus peut-être un petit peu juifs. Et je dis ça, voilà, une réflexion à brûle-pourpoint. Donc, l'idée de Jabotinsky que le sionisme, c'est un progrès pour les peuples de la région, je pense que cette idée reste actuelle jusqu'à aujourd'hui. Même si elle est... Qui vous voulez parler? Allez-y. D'accord. On vous entend pas. Ah, vous m'entendez pas? Oui, maintenant oui. Ah, Ouais, c'est bon. oui, On vous j'ai entend, monsieur. l'impression Allez-y. qu'on ne peut pas vraiment évoquer les stratégies d'Israël sans évoquer l'alliance avec les États-Unis. Parce que Israël est quand même très dépendant du côté matériel, technologique des Américains. On l'a vu avec les livraisons d'obus, etc. Mais en même temps, c'est un allié qui lie les mains d'Israël. Parce que si on voulait, par exemple, intervenir par rapport au Hezbollah et l'Iran, on sent bien que les États-Unis ne veulent pas de cette situation-là. Et vous parliez des universités américaines, on voit bien aussi que sociologiquement, il y a du changement aux États-Unis. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, le prochain président des États-Unis fera partie de ces étudiants qui protestent contre Israël. Donc, dans cette
conception stratégique israélienne, comment appréhender le lien avec les États-Unis au présent et au futur? Alors, je ferai deux remarques pour répondre à votre question très intéressante. La première, c'est que Jabotinsky avait été un des pionniers de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Alliance Israël-Amérique. Et Jabotinsky, mais aussi celui qui était un de ses disciples, qui est le professeur Ben-Zion Netanyahou, qui mériterait lui aussi une conférence à lui tout seul, qui a été un des instigateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le lobby juif aux États-Unis. Et le professeur Ben-Zion Netanyahou avait compris notamment que la politique sioniste aux États-Unis ne pouvait pas se fonder sur un seul parti, qu'il fallait toujours avoir des alliés dans les deux camps. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Et pour répondre plus directement à votre question, je dirais que dans la doctrine du mur de fer, évidemment, on ne peut pas faire dépendre la force de défense d'Israël d'une alliance aussi stable qu'elle puisse paraître en apparence. Et l'alliance entre Israël et les États-Unis est une alliance stable, mais effectivement, on ne peut pas dépendre, et ça, on l'a vu, on l'a vécu il y a 50 ans pendant la guerre des Kippour, on le vit aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que finalement, cette alliance, elle crée une dépendance. Et cette dépendance, fondamentalement, elle est mauvaise, même si à certains égards, elle peut être inévitable. Peut-être qu'on n'est pas encore parvenu au niveau d'autosuffisance à la fois économique, à la fois militaire, mais en tout cas, c'est un idéal auquel on doit aspirer. Et c'est aussi une des leçons de la guerre qu'on est en train de vivre, c'est que Israël doit non seulement avoir une armée, non pas comme on l'a dit, un slogan mensonger, Tzava Katan Vechacham, mais elle doit avoir une armée forte et puissante, à la fois dans le nombre aussi. Et je dirais, toutes les politiques de ces dernières décennies qui ont visé à réduire l'ampleur des réservistes ou qui ont sabré dans les budgets de l'infanterie ou des blindés, etc., etc. Donc tout ce qu'on a vécu ces dernières années, effectivement, c'était aussi une illusion sur le plan militaire stratégique. Et on doit essayer d'aspirer à une autosuffisance aussi sur le plan de l'armement. Et c'est aussi peut-être une des leçons de cette guerre, c'est qu'on ne peut pas dépendre uniquement du bon vouloir d'un allié aussi important et aussi amical soit-il que les États-Unis. Je crois qu'il faut. Je peux vous poser une question? Oui, vas-y, Georges. La Oui, dernière. alors, La merci. dernière question. Merci beaucoup pour votre exposé, très intéressant sur le mur de fer. Il me semble que dans l'esprit de Jabotinsky, le mur de fer ne se réduit pas uniquement à un aspect militaire. Il y a aussi le mur de fer de la population d'Israël. C'est-à-dire que nos ennemis doivent sentir Israël vent debout quand on les attaque. Or, nous nous sommes trouvés très unis et tout le monde a souligné l'unité dans le pays lors de cette guerre. Malheureusement, j'ai vu hier la Cour suprême et je ne parle pas du tout de sa décision, de sa bonne ou mauvaise décision. Ce n'est pas le débat. Simplement, en rentrant dans le débat politique, elle remet de l'huile de feu sur le feu et fractionne la communauté en Israël. Et il me semble que c'est ça une des faiblesses du mur de fer tel que Jabotinsky l'a demandé. Et d'ailleurs, les pays arabes environnants se sont réjouis de l'attitude de la Cour suprême cette semaine. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans le débat sur la Cour suprême. Effectivement, je me suis exprimé ce matin sur Studio Qualité à ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais juste pour rebondir sur votre question tout à fait pertinente, c'est pour dire que quelque part, les Arabes eux-mêmes, Israël est tombé dans le piège du Hamas, hein, ça on le sait tous malheureusement, mais le Hamas lui aussi il est tombé dans un piège. Et ce piège, il était de croire finalement que Israël était sur le point de s'effriter en tant que société, sur le point de s'effilocher. Et je dirais que par une espèce d'ironie de l'histoire à laquelle on est bien habitués, nous autres juifs, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes tombés dans le panneau du Hamas en le laissant nous attaquer, en nous laissant surprendre. Et eux, nos ennemis, ils ont cru finalement qu'on était devenu la toile d'araignée dont parlait Hassan Nasrallah, je crois, il y a une vingtaine d'années déjà, c'est-à-dire de croire que nos divisions internes allaient provoquer finalement notre autodestruction.
Et c'est peut-être l'erreur que eux ils ont commise, et je crois que eux-mêmes sont surpris de la force de la réaction d'Israël. Hein. Et moi, personnellement, je suis heureux quand j'entends des dirigeants arabes comme Mahmoud Abbas qui parlent d'une nouvelle Nakba, parce que je me dis, cette fois-ci, le message est en train de passer. Effectivement, on est capable de leur infliger une nouvelle Nakba qui sera à la hauteur des précédentes Nakba de 48 et de 67. Et je crois que et là, on est vraiment dans le cœur du mur de fer. Le mur de fer, c'est que nos ennemis comprennent que s'ils s'aventurent à faire une deuxième fois ce qu'ils ont fait le 7 octobre, eh bien, notre réaction sera tellement puissante qu'eux-mêmes regretteront de nous avoir attaqués. Et c'est ça la dissuasion. C'est qu'ils comprennent, d'une part, qu'on est une société qui a une forte cohésion interne et que même lorsqu'on se dispute et lorsqu'on voit les images terribles qu'on a vues le soir de Kippour à Tel Aviv, eh bien, ça ne veut pas dire que le moment venu, on ne sera pas capable de serrer les rangs et de nous défendre comme un seul homme. Donc, que nos ennemis, et je conclurai peut-être par ces mots, que nous-mêmes, nous ayons conscience de la nécessité d'ériger un mur de fer autour d'Israël et que nous, je dirais, et c'est peut-être la bonne nouvelle aussi de cette guerre, c'est que je pense que quelque part, on est en train de restaurer sur le champ de bataille la capacité de dissuasion d'Israël en montrant précisément à nos ennemis que comme dit le proverbe, un petit peu le langage imagé en hébreu, balabait mishtagea. On est en train de montrer aux ennemis qu'effectivement, on est capable, nous aussi, de faire des choses qu'ils n'avaient même pas soupçonnées. Et de ce point de vue-là, on est en train de reconstruire le mur de fer. Donc la bonne nouvelle, c'est que le mur de fer qu'on a laissé finalement, qu'on a oublié ou qu'on a laissé s'effriter, se fissurer pendant plusieurs décennies, eh bien, il est en train aujourd'hui de se reconstruire sous nos yeux. Et donc, on est en train, sur le champ de bataille même, de restaurer la capacité de dissuasion d'Israël. Merci pour votre optimisme. Merci beaucoup, Pierre. Et j'engage tout le monde à lire vos livres et vous allez notamment découvrir un Jabotinsky que vous ne soupçonnez pas. Bonne soirée. Merci, Brigitte. Merci et beaucoup. Merci à tous. Merci. De la rabat.